C'est sans doute la plus grande opération de sabotage du 21e siècle, et voire même, tu me disais Bogdan, peut-être même ça remonte jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, qu'on n'avait pas vu une opération d'une telle ampleur. Ce 17 septembre, au Liban, des milliers de beepers ont explosé quasi en même temps. Le lendemain, ce sont des talkie-walkie qui ont explosé à leur tour. Cet événement est déjà un tournant dans la région qui est déjà extrêmement sensible, et ce sera sans doute aussi un événement marquant pour la suite des conflits à travers le monde. Du coup, petit rappel important, on va garder un contexte quand même qui est important, on va se concentrer vraiment sur la partie, le volet technique, le volet logistique, et aussi aborder toutes les questions autour des agences de renseignement et de l'espionnage au cours des 30 prochaines minutes avec notre expert que je vais présenter très bientôt. Excusez-moi, c'est la première fois que j'anime cette émission. Et justement, pour en parler, d'abord, je vais te présenter Bogdan Bodnar, journaliste cybersécurité chez Numérama. Bonjour, merci déjà. Aussi, c'est une première pour toi. Première pour moi, première pour toi. C'est ça. Et tu es accompagné aujourd'hui de François Deruty. François, merci déjà de nous rejoindre. Plaisir. Merci beaucoup. Je rappelle juste, tu es directeur des recherches, je me permets de te tutoyer. Tu es directeur des recherches sur la menace chez Sequoia. Sequoia, c'est une entreprise spécialisée dans la cybersécurité. Merci beaucoup encore une fois. On a à peu près 30 minutes pour ce segment qui, je le rappelle, contexte très particulier, très grave. Mais je te laisse la parole, Bogdan, pour en parler, c'est hyper intéressant. Oui, on va pas rentrer dans tout ce qui est polémique, on va pas rentrer dans les enjeux politiques, même si évidemment il y a toujours un fond de géopolitique dans tout ça. Alors François, bonjour à tous déjà. François, donc Sequoia, si on peut le dire, c'est une pépite de la cyber française aujourd'hui. Pas le seul. Tu as le droit de le dire. Je peux le dire parce qu'on sait que vous enchaînez les partenariats et que vous êtes derrière aussi de gros enjeux, notamment. Vous détectez même parfois des campagnes d'espionnage. Je te laisse peut-être présenter ton entreprise. Oui, donc il faudra juste parler dans le micro. Sequoia, on développe une plateforme de détection et de réponse aux cyberattaques. Et puis on a notre secret de sauce, ou ce qu'on met en avant, c'est qu'on vient du monde du renseignement sur les menaces, qu'on appelle la threat intel. Donc on a une équipe, je pilote une équipe de 20 personnes qui suit les attaquants, qu'ils soient russes, chinois, Corée du Nord, enfin tous ceux qui peuvent attaquer en tant que pays, y compris le cybercrime, la fraude. Et on en fait des analyses, des papiers ou des données pour nos clients pour lever des alertes. J'ai vu que vous vous présentiez souvent comme une tour de contrôle de cybersécurité pour avoir cette main, pour donner une image un petit peu aussi de... C'est ça, c'est vraiment, on se connecte à notre plateforme et après on fait le reste, mais c'est le point d'entrée de toutes les sociétés qui nous utilisent. Alors, vous n'êtes pas là pour attribuer, vous dites pas c'est la faute de la Chine ou c'est la faute de Moscou ou des États-Unis, mais il y a toujours quand même un fond de géopolitique, ne serait-ce que dans les motivations. Alors, on va rappeler un peu le contexte donc, de ce qui s'est déroulé la semaine dernière. Rapidement, le Hezbollah, c'est donc une organisation, quelqu'un me dit si je me trompe, mais de confession chiite, qualifiée de terroriste par l'Union européenne, entre autres, tous les États compris, qui est financée massivement par l'Iran et qui a, on va dire, pour principale mission la lutte contre Israël depuis un peu plus de 40 ans. La semaine dernière, le 17 septembre, à 15h30, 30 000 personnes équipées d'un beeper reçoivent un message et quelques secondes plus tard, une explosion. Alors, nous, on ne va pas vous diffuser les vidéos, évidemment. Je vous laisse les trouver vous-même. Ouais, on a quelques captures un peu représentatives. Je pense qu'on peut les montrer à l'écran. Ça va arriver. Ouais. Donc, de ce qui... Alors, il y a eu voilà, c'est ça. Donc, vous pouvez le voir, c'est des explosions qui ont eu lieu. Soit les personnes, les victimes ont tout de suite sorti le beeper parce qu'elles ont reçu une notification. Soit ça a directement explosé dans leur poche, comme on peut le voir ici avec une personne qui faisait ses courses. Et donc un beeper aussi, parce que ça aussi, je pense qu'on a des jeunes spectateurs. Un beep. Ouais. Rappelons ce que c'est un beeper. On tatou tam tam. Non mais c'est vrai, qui a déjà utilisé un beeper ici ? Jamais. C'est dans les séries un petit peu... Moi, mais j'ai eu un itinéris aussi. Oui, les séries un peu médicales, vous voyez, des choses, les Dr House, Grey's Anatomy. Alors donc ça a une courte portée, quelques kilomètres. Généralement, on reçoit une notification ou un petit message de quelques caractères. On jette un coup d'œil et puis je dirais pas que c'est l'ancêtre du smartphone, mais on l'utilisait pour on va dire un objectif un peu similaire. Je pense toi aussi à parler un peu plus. Pardon. Ouais. Et donc on a à peu près 3000 beepers qui explosent simultanément. Le lendemain,
rebelote, c'est des talkie-walkie. Bilan aujourd'hui, 37 morts, à peu près 3000 blessés. Alors, à tort, sur les réseaux sociaux, on a tout de suite parlé de cyberattaque. Et si je comprends bien, François, c'est un terme erroné. Alors, on n'a pas beaucoup d'éléments factuels. On lit beaucoup d'articles, de presse, de gens sur place, mais on n'a pas tant de preuves que ça au final. Ça, c'est le préliminaire de tout ce que je vais raconter après. Mais effectivement, dans la cyberattaque, à 99,9%, c'est pas une cyberattaque, en tout cas dans le sens où nous on le comprend, c'est-à-dire depuis un PC très loin dans un autre pays, j'ai fait exploser ces beepers-là à distance. Non, on pense que c'est pas ça. Non. Oui, donc une cyberattaque, ça suppose une infiltration dans un système aussi, un système informatique. Là, ça semble beaucoup plus à, on a utilisé le terme de supply chain, mais un piégeage physique, quoi. Ils sont allés mettre des explosifs dedans et ils ont déclenché ça à distance. Donc on parle de sabotage et pas de cyberattaque. Voilà. Oui. Ou de, comme tu dis, piratage physique, si on veut combiner. Oui. 3000 beepers, donc 3000 manipulations manuelles pour mettre un explosif à l'intérieur. On va y arriver, mais oui, potentiellement. Et en préambule, je voulais, sur la partie pager dont tu parlais, enfin les beepers, pourquoi est-ce qu'ils utilisent des beepers ? Ah oui, alors... Pardon, enfin, je te laisse peut-être... mais peut-être que tu allais en parler après. Il y a un contexte. on allait en parler, mais il y a un contexte. Alors le fait, c'est que le Mossad et donc le renseignement israélien est extrêmement compétent, alors, objectivement parlant, et donc pirate le Hezbollah depuis maintenant des années, qui a décidé depuis à peu près 2 ans, si on dit différentes sources, de passer à des objets qui ne sont pas connectés, donc des beepers et des talkie-walkie qui sont plus sécurisés, si on peut dire comme ça sur le papier. Il y a une forme de sécurité par l'obsolescence. Ouais. Plus c'est vieux, plus c'est sécure aujourd'hui. Oui. Oui, habituellement, on est sur du dumb phone, typiquement tous les dealers qui sont avec leurs 9 touches, mais là, il y a encore plus bas. Même ça, aujourd'hui, on peut. Et puis, il y a des zones où parfois, le réseau de proximité, le hertzien, comme on disait à mon époque, marche mieux que le réseau mobile. Oui, bien sûr. Le software, le logiciel aussi d'un beeper est assez simple, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est basique. Ouais. Tu peux l'extraire même. Oui, ça s'extrait vite, ça se modifie vite, ça prend très peu de temps. On n'est pas sur la mise à jour d'un smartphone comme on a aujourd'hui, qu'on laisse pendant 30 minutes. Non, ça se fait très vite. Ça. Et tu as anticipé une question aussi parce que tu as parlé de supply chain. Alors, supply chain, je pense que tout le monde, je sais pas. Chaîne d'approvisionnement, en français, je vais le traduire, en effet. Pourquoi on utilise ce terme, qui est souvent un terme cyber, pourquoi on utilise ce terme de supply chain attack pour ce cas de sabotage historique? Alors, on a utilisé ça dans la cyber. Aujourd'hui, on utilise ça souvent quand on attaque un prestataire pour atteindre son client final. Donc, je vais attaquer ceux qui fournissent vos tickets restaurants, ceux qui font la cantine, pour atteindre la grosse entreprise derrière. Ça, c'est ce qu'on appelle supply chain en cyber, chaîne d'approvisionnement. Et là, par raccourci, c'est arrivé vite le même terme qui finalement traduit derrière que ça ressemble plus à une intervention physique. Je prends un exemple encore une fois parce qu'on n'a pas forcément toutes les preuves, mais peut-être qu'ils ont eu accès à l'entrepôt de stockage dans un des pays où les beepers étaient stockés pendant une nuit. Là, physiquement, on peut y aller. Ouvrir 2 beepers, c'est 2 vis derrière. Je vais pas aller vérifier les marques, mais c'est beaucoup plus facile qu'ouvrir son iPhone aujourd'hui. On a le modèle, hein, on peut le montrer aussi, c'est un Apollo Gold d'une marque taïwanaise. Je laisse continuer. Ouais, donc du coup, c'est sûrement facile à ouvrir avec 2 vis. J'allais dire, si on a accès à 24 heures, qu'on est 5-6, sans faire 2000 avec 2 vis pour mettre un peu d'explosif et brancher un plus et un moins pour le déclencher à distance, ça se fait très bien. C'est une très belle opération, mais ça se fait. Ouais. C'est plus simple à faire qu'une attaque cyber. Et donc, chaîne d'approvisionnement. Alors là, c'est les talkie-walkie qu'on montre, mais c'est un bon exemple aussi. Le talkie-walkie japonais. Et comme on le voit sur la photo, donc c'est un agent du Hezbollah en 2022 qui est équipé de ce talkie-walkie qui était plus fabriqué depuis 10 ans. Et donc le Mossad, le renseignement israélien, savait probablement que c'était le modèle standard utilisé par le Hezbollah. Et donc là, on est vraiment sur une question logistique. On apprend maintenant que Israël avait probablement créé, enfin Israël, alors évidemment tout est au conditionnel, avait créé des sociétés écrans. Je crois qu'on peut le voir aussi, on a une société en Hongrie avec des bureaux qui sont complètement fictifs parce que c'est juste un pavillon au milieu de nulle part. Et les éléments ont été envoyés par l'entreprise asiatique qui pensait signer avec une société qu'elle pensait légitime. Et derrière, en fait, on a trafiqué tout ça sur la partie donc, de la chaîne d'approvisionnement jusqu'à tromper... Pendant la livraison, sur un container qui arrive dans un port, qui reste 24 heures. Enfin, je veux dire, c'est le Mossad, leur boulot, c'est d'espionner. Donc, avoir une source, un mec qui t'ouvre la porte, un mec qui te donne l'accès, c'est leur taf depuis des années. Donc, comme tu dis, ils suivent le Hezbollah depuis des dizaines d'années. Donc, dire savoir comment ils se fournissent, où ils s'approvisionnent, qu'est-ce qu'ils cherchent comme équipement. Je suppose qu'ils font ça tous les jours. En tout cas, il y a une équipe du Mossad qui suit ça tous les jours.
Oui, c'est leur cœur de métier, même, on va dire, la lutte avec le Hezbollah. C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est comme une opération de stup, c'est un peu le même principe, quoi. Tu cherches où ils se fournissent, qui fournit les armes, qui fournit la drogue, où est-ce que je vais les trouver, où est-ce que les passeurs se situent, et puis t'interviens sur place, quoi. Et je crois que tu l'as sous-entendu en tout cas, et tu me le disais aussi avant l'émission, c'est une opération qui s'est pas faite en un clin d'œil, c'est au moins quelques années. Un an. Un an. A priori, au moins un an, ok. Au moins un an, oui. Voilà. Si on s'appuie sur la photo qu'on a montrée à un moment à l'écran, on sait que depuis 2022, à peu près, le Hezbollah utilisait ces talkie-walkie. Donc les beepers sont toujours fabriqués par la société taïwanaise, les talkie-walkie ne sont plus fabriqués par la société japonaise, donc ils ont dû récupérer les stocks. Oui, il y a un broker qui vend ça, ou même, voilà, ce qu'on ne sait pas encore, c'est, comme tu l'as dit, ils ont créé sûrement ces sociétés-là, mais est-ce qu'ils sont même à l'origine de la commande? Est-ce que c'est eux qui ont même dit, voilà, moi j'ai un plan? J'ai un plan pour vous, une source à eux qui aurait dit, voilà, moi j'ai un plan, si tu veux t'équiper avec des vieux équipements, ça va être très bien. Ça se trouve, ils sont carrément à l'origine. Ça, on ne sait pas encore. Hein. Ouais. En tout cas, moi, j'ai pas vu. Ouais. Moi, je sais pas. Ouais. Mais on le voit, mais même dans l'invasion de l'Ukraine par la Russie, on voit que on prend un drone et la moitié, si ce n'est les 3/4 des équipements sont américains ou européens ou chinois. Donc on arrive toujours à trouver un relais aujourd'hui. Oui, pour s'équiper, on peut toujours, sans aller sur le bon coin, mais je veux dire, on peut trouver toujours des sites qu'on appelle des brokers. Quand tu as acheté des équipements et que tu veux juste agrandir ta flotte et qu'ils soient obsolètes, tu trouves des sites qui t'en revendent des vieux. Est-ce que allez, moi je fais dans la comparaison facile, mais pour une entreprise du domaine sensible, le Hezbollah a pas commis une erreur cruciale, c'est de pas vérifier ce qu'il y a dans la commande d'objets qu'il reçoit? Alors si, à leur place, normalement, on vérifie tout, justement. Après, il y a comment vérifier, il y a quel est le niveau de confiance qu'ils avaient dans la personne qui est au bout de chaîne et qui leur a proposé ou fourni cette idée-là. Ça se trouve, elle travaille ça depuis un moment, elle avait créé un lien de confiance qui fait qu'ils n'ont pas vérifié. Mais quand on est la branche armée du Hezbollah et qu'on a la mission qu'on effectue tous les jours, normalement, on vérifie ce genre de choses. Ça s'appelle sécurité opérationnelle. Dans n'importe quel domaine, on fait attention à ça, quoi. Surtout quand on est dans ce métier-là. Oui, parce que là, en l'occurrence, c'est des explosifs, mais vous travaillez aussi avec des entreprises stratégiques, des infrastructures dans le domaine du sensible, ou même, on peut même dire que ton entreprise, elle est aussi dans le domaine du sensible. Si vous recevez demain, ne serait-ce qu'un smartphone, mais n'importe quoi, un routeur, un serveur, il se passe concrètement, vous en recevez une commande de 100 demain, sans objet électronique, qu'est-ce que vous faites, vous ? Moi je les renvoie, mais personnellement, mais j'ai passé 6 ans à la tête des opérations de l'ANSSI dans mon poste d'avant. L'ANSSI qui fait beaucoup de sensibilisation. L'ANSSI, juste rappelle. L'ANSSI, c'est l'agence nationale de cybersécurité, donc qui protège la sentinelle de l'administration française. Les opérateurs critiques, les administrations, les ministères. On passe notre temps à dire, faites attention à tous les cadeaux qui peuvent vous être mis, une tablette, un smartphone, une clé USB. La clé USB, alors j'enfonce une porte ouverte, mais ça marche encore, quoi. Donc il faut faire attention à ça tous les jours. Vous avez déjà repéré des opérations de clé USB? Plein. Ouais, non, mais il y en a plein tout le temps. On a une opération en cours avec la justice française pour faire un takedown international sur un malware qui se propage sur clé USB, parce que justement, les clés, dès qu'on rebranche, elles se réinfectent. Donc, il suffit d'en laisser traîner une dans le monde et on n'arrive pas à tuer la source, quoi. Tu parlais de l'obsolescence qui devient la protection en fait contre ce genre d'attaque, mais en fait la clé USB, on voit bien, malgré le fait que je pense plus beaucoup de personnes en utilisent, ça reste une attaque. On utilise de moins en moins, mais ça marche encore. Et puis, quand c'est plus utilisé dans les pays, on va dire riches, on les retrouve ailleurs. Il y a toujours quelqu'un qui a besoin de la version d'avant, donc ça se propage. Ouais. Non, on fait pas gaffe ici. Là, celle que j'ai laissée tout à l'heure, elle est plus sur le bureau. C'est celle de la cafette, c'est ça? Oui, parce que c'est vrai, nous on reçoit tout le temps des smartphones, des choses comme ça. C'est vrai, et c'est passé un peu, mais fut un temps, en 2017-2018, beaucoup de médias kits presse, on les recevait par clé USB, et finalement, c'est vrai que quand on y pense, c'est fou. Ah oui. Mais là, tu disais hypothétiquement un cadeau, mais si c'est vous qui passez la commande, est-ce qu'il n'y a jamais un risque qu'en passant par un sous-traitant, quelqu'un piège ne serait-ce qu'un objet électronique ou avec un logiciel espion, par exemple? Le risque existe. Alors après, des smartphones, t'en achètes pas 100 ou 200 tous les jours. Quand tu es une entreprise, souvent, alors il y a des comptes pro, mais quand c'est des quantités un peu limitées, tu vas acheter ça sur Amazon, comme nous à titre personnel. Donc il faut être capable de piéger le bon. C'est quand même pas simple. Et après, ça n'empêche pas de vérifier. Oui, si moi je dois acheter 100 clés USB, on aura ce qu'on a une station blanche, on appelle ça comme ça, qui a un PC déconnecté avec tous les antivirus où tu vérifies avant de la mettre sur ton réseau qu'elle a l'air propre. Ouais. Okay. À minima, faire ça. Est-ce que tu l'ouvres aussi? Est-ce qu'au hasard, tu prends un objet? Ouais. Je vais pas te mentir, non, on le ferait pas. En vrai, on le ferait pas.
Chez Sequoia, mais si je pense pas grand monde ouvrirait la clé USB physiquement, ou alors il faut vraiment être dans un truc très sensible ou être très très parano, quoi. Mais dans le secteur de la défense, par exemple. Dans le secteur de la défense, je pense qu'il ne commanderait même pas des clés USB, ou il les renverrait, ou il ferait autrement. Ouais, n'importe quel objet électronique. Ouais, c'est ça. On a beaucoup, il y a eu une autre paranoïa un peu sur les smartphones. Naturellement, on s'est demandé, est-ce que demain, on pourrait piéger tous nos smartphones pour faire péter la batterie et je sais pas, même si c'est une panique un peu rationnelle, ça. Alors, que la question se pose, c'est normal. J'allais dire, être capable d'en faire exploser un à distance, parce que c'est une cible unique, sûrement faisable. Avec un peu de moyens, un peu de temps, les bonnes compétences, sûrement faisable. En faire exploser autant, de manière synchronisée, à distance, là, ça commence à un vrai challenge. Autant les beepers, comme ça marche en radiofréquence, on peut avoir un déclencheur sur zone avec un rayon de, je sais pas, 2 km et faire, tous ceux qui sont dans ce rayon-là, vous les faites exploser. Si je suis derrière mon PC, que je veux faire exploser un smartphone, il faut déjà un sacré piège. Les batteries, c'est pas les mêmes que les beepers. Je veux dire, on a quelques que Samsung qui ont explosé à un moment, mais c'était aléatoire. Ceux qui ont essayé de le refaire n'y arrivaient pas forcément. Je regardais, moi j'ai encore un vieil iPhone qui traîne le long de la fenêtre au bureau, qui est gonflé comme ça, il n'a pas explosé. Tu attends qu'il... Ouais, exactement ça. En plus, c'est exactement ça, je l'ai mis entre deux livres pour pas que ça... Mais bon, c'est un autre sujet. Mais arriver à en faire 2000 en même temps, c'est vraiment un code malveillant qui aurait été mis et qui serait, voilà, qui aurait vraiment des fonctionnalités de faire monter la chaleur de la batterie. Et encore, il y aurait forcément 50%, quoi, même pas. Même si elle explose, enfin, les dégâts provoqués sont pas... tu dis ça, mais les beepers, c'est 3000 blessés quand même. Un bout de poids, un bout de rate. Et 37 personnes décédées. Oui, mais c'était... morts, Parce que c'était les batteries, du coup. C'était non, il y avait des explosifs qui étaient à l'intérieur. Collés à la batterie. Ouais. Voilà, c'est ça. Oui, tout à fait. Ah non, mais là, on parlait de surcharger une batterie de smartphone. Ah oui. Donc là, dans ce cas-là, oui, ça va pas. Ceux qui ont explosé, qu'on a vu, oui, effectivement, on n'a pas beaucoup de recul pour voir les dégâts que ça peut faire, mais les coques sont plus résistantes. On n'est pas sur du plastique de beeper. Oui, c'est ça. Il y avait juste c'est peut-être moi qui ai manqué de concentration aussi sur le message qu'ils reçoivent. Il est important dans le déclenchement. Enfin, il est crucial dans le déclenchement d'explosion. C'est via le message. En tout c'est cas, pas une commande vous pouvez pas juste appuyer sur un bouton pour déclencher ces explosifs. Là, je fais le parallèle un peu avec les films, mais quand on voit des films avec le téléphone à l'ancienne posé sur la bombe sous le bus, alors dans Speed, c'est pas un téléphone, mais c'est une montre. Et on voit sous le bus, normalement, on appelle le numéro et on fait sauter le téléphone. On met le téléphone sous tension et ça explose. Donc là, je suppose que c'est le même. D'accord. Ils ont appelé un numéro où il y avait un espèce de code, il fallait appeler. On voit qu'ils sont plusieurs à regarder le beeper au même moment, sûrement le même message qui s'est affiché. Et ils sortent de leur poche. C'était le déclencheur. En gros, si ce message arrive, tu relis le plus et le moins de la batterie sur l'explosif et tu fais sauter. Ok, donc c'est... Et tu le dis, ça a déjà été fait par le passé, en fait. Mais sur une ou deux personnes, quoi. Faire exploser une bombe avec un téléphone, ça a déjà été vu, quoi. Donc, le principe technique, c'est juste l'ampleur. C'est la surprise de l'opération, le timing, parce qu'on est avant les élections. Enfin, il y a plein de choses, élections américaines, il y a plein de choses qui peuvent rentrer là-dedans. Mais les États-Unis qui disent qu'ils n'ont rien à voir. Hein. Je précise aussi, ils disent qu'ils n'ont jamais rien à voir. C'était juste. Je cite l'administration américaine. C'est pas capoté sur un plan de 1 an avec des sociétés écrans un peu partout dans le monde aussi. Ah oui, surtout, je sais pas si est-ce qu'ils se sont dépêchés là parce que les élections américaines arrivent et qu'ils ont une incertitude maintenant sur le résultat qui était peut-être un peu moins flagrante avant, l'incertitude, où là ils disent là on a encore les mains libres pour particulièrement en ce moment parce qu'il y a plus personne qui commande aux États-Unis. Enfin, je veux dire, Biden attend et le reste arrive, donc ils se sont peut-être dit il faut qu'on se dépêche avant que si c'est Kamala Harris, elle nous dise non, plus personne, vous touchez à plus rien dans la région, on fait une pause et on regarde, quoi. Et on parlait des téléphones, il y a aussi une question technique. Enfin, on n'entre pas dans une interface de téléphone comme ça aujourd'hui pour justement déclencher le signal, quoi. Non, même vous êtes encore plus spécialiste que moi sur ces domaines-là, mais jailbreaker son iPhone, pirater sa PS5, moi je suis du domaine, c'est pas donné à tout le monde. Donc non, ça se fait pas comme ça. Après, les Israéliens en cyber et en tech, c'est loin d'être les derniers. Le Mossad en espionnage, c'est loin d'être les derniers. La combinaison des deux nous a donné Pegasus et nous donnera d'autres trucs sûrement. Justement, Pegasus, aujourd'hui, tout le monde vérifie. Maintenant, s'il n'y a pas Pegasus... Il y a une manière de vérifier. Il y a des manières de vérifier que tout le monde vérifie, j'en suis pas si sûr. Rappel, Pegasus, c'était la capacité développée par une société privée, NSO Group israélienne, qui avait la capacité à distance à envoyer ce qu'on appelle une vulnérabilité sur votre téléphone. En gros, je déclenche, sans vous envoyer de SMS comme votre colis a été livré ou votre carte Amélie est disponible, là, sans rien, je peux déclencher le micro, enregistrer les photos, récupérer vos conversations. On appelle une vulnérabilité 0 clic. Il n'y a pas besoin d'une action de l'utilisateur pour que mon téléphone soit piégé. Il y a un SMS envoyé et à partir de là, le téléphone est piégé. J'ai pas besoin de cliquer dessus, quoi. S'il arrive dans les spams, il est piégé quand même, quoi.
Ça avait fait grand bruit en 2022, 2022, parce que des chefs d'État, des responsables politiques haut placés. Est-ce que Macron est dans la liste? Oui, exactement. De gens. À cause du Maroc. Plusieurs pays qui semblent l'avoir acheté, même s'il y a des procès en cours, mais voilà. Ouais. Et ben ça, voilà, ils savent faire ça. Et aujourd'hui, oui, il y a des moyens de vérifier ça. Mais je vais dire, c'est plutôt réservé à des comex de grandes boîtes ou des cabinets ministériels. Enfin, c'est pas que c'est réservé, c'est que c'est les seuls qui le demandent. Parce qu'on pourrait le faire pour tout le monde, mais ouais, on n'a pas les ressources. Et puis il y a quelques boîtes qui savent le faire bien, je pense. J'ai juste Café Miroir qui, j'imagine, nous rejoint et qui dit qu'il n'a pas suivi, il ou elle n'a pas suivi tout à fait le thème et ne comprend pas. Donc juste rappeler, on revient en fait sur cette affaire des à peu près 3000 beepers qui ont explosé en même temps au Liban, 3000 beepers qui étaient en possession membres présumés, confirmés ou présumés du Hezbollah au Liban. Donc, grosse opération de sabotage. Attention, il ne faut pas parler de cybersécurité, mais bien d'attaque supply chain. On peut parler de cybersécurité, pas d'attaque, cyberattaque. Autant pour moi. C'est moi-même qui me perd un petit peu. Et on est du coup avec François Deruty de Sequoia pour un peu comprendre comment ça peut se passer niveau logistique, une telle opération de sabotage d'une telle ampleur. Et pour comprendre un petit peu aussi les enjeux au niveau du renseignement, au niveau des agences de renseignement, de l'espionnage entre soit les États, soit des groupes armés comme le Hezbollah. Et on en était là, du coup, à discuter, à faire un parallèle avec l'affaire Pegasus sur nos smartphones. Est-ce que ça peut arriver sur nos smartphones? Si j'ai bien compris, le risque est plus limité quand même sur un... Ce que j'ai dit à Bogdan tout à l'heure, c'est que s'il y a quelqu'un qui sait le faire là aujourd'hui sur 2000 de la même façon, je vais essayer de l'embaucher, moi. Ouais, okay. pour répondre à la question. Voilà, d'accord. L'annonce est sur LinkedIn. Pour faire d'autres trucs. Hein. Oui. Mais c'est un CV, du coup. Voilà, le message est passé. Je crois que j'ai vu une autre question plus haut. Oui. Quelqu'un demander est-ce qu'on peut confirmer qui est responsable? Oui. Non, là, tout est au conditionnel. Israël s'est absolument pas prononcé même. Ouais. Donc évidemment, tout est au conditionnel. C'est juste que c'est un peu le coupable désigné quand on parle d'adversaires. De cette région, du Hezbollah, voilà, c'est ça. Des opérations au Liban. Tu parlais des États-Unis qui, eux, ont fait un démenti, mais pareil, ils ont fait des démentis sur beaucoup de choses et on a découvert plus tard que voilà. Ils étaient peut-être pas au courant, pas informés, hein, parce que parfois. C'est possible. Oui, bien sûr que c'est possible. Bien sûr que c'est possible. Bien sûr que c'est possible. Moi, j'aurais tendance à cloisonner le plus possible pour être sûr qu'elle réussisse. Donc, Ouais. Donc on sait que ce type d'opération fait beaucoup de polémiques derrière l'international, surtout quand il y a des dommages. Il y a des dommages collatéraux très très graves. En tant qu'allié, pour le protéger, j'allais même dire, pour sa protection à lui, je lui dirais pas. Ok. Ouais. Est-ce que on va étendre même un peu le sujet. Est-ce que toi, tu penses que derrière, ça va un peu créer justement un effet. Ah bon, mais maintenant, on va devoir sécuriser nos objets. Est-ce que tu as même des retours clients de moi, ça m'inquiète ces histoires. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Est-ce que maintenant, le téléphone que je reçois, il faut que je le sécurise encore plus? J'aimerais bien dire oui, mais je vais sûrement dire non, pour la simple et bonne raison que déjà, un fait chassant l'autre, ce sera certainement oublié dans quelques temps, en tout cas pour la plupart des gens. Sur cette partie-là, hein, pas le conflit au sens large, mais cette évidemment. Que comme on dit que c'est pas une cyberattaque, du coup, et que c'est le cas, du coup, les gens, le citoyen ou l'entreprise se sentent moins concernés. Et par contre, il y a des besoins toujours sur la cyber de sécuriser ces objets, ces smartphones. Moi, je passe pour un vieux con parfois, mais moi, j'ai toujours mes deux téléphones. Je mélange pas pro et perso. J'ai pas WhatsApp sur mon téléphone pro. Il y a plein d'applications que j'ai pas. Alors, je suis de l'autre côté du miroir, donc je fais encore plus attention que les gens. Mais oui, je fais attention à ça tous les jours. Et je fais pas de lien entre mes adresses mail perso et mes adresses pro. Rien du tout. Oui, ça, c'est ce qu'on fait très peu, hein, parce que généralement, on mélange énormément. Oui, puis plus on est important, moins on le fait presque. Dans une administration ou dans une entreprise, parce que la facilité, parce que c'est compliqué d'avoir deux téléphones, parce qu'il faut gérer deux numéros, parce qu'il faut... Voilà. Les doubles SIM avec les deux univers sur le même téléphone, moins sécure? Les goûts et les couleurs. Moi, je trouve ça moins sécure et je trouve ça pas pratique. Ok. En fait, les doubles SIM, ça m'empêche pas d'avoir la blague d'un de mes potes et une demande de mon boss sur le même écran, et j'aime pas ça, moi. C'est personnel. J'aime bien séparer mes vies. Et justement, c'est parce qu'on mélange énormément. Alors, je dis pas, je rentre pas dans les coulisses du Hezbollah, on mélange c'est pro et perso. C'est d'autant plus facile de cibler un individu à partir de là où il a son application sur son téléphone ou des choses comme ça.
Après, voilà, faut vraiment que ce soit une envie de... Parce que là, les beepers, on peut pas faire grand-chose d'autre que ça. Enfin, il n'y a rien à espionner. Si je suis capable d'avoir accès à ton téléphone en tant que personnalité importante, le faire exploser, c'est vraiment le dernier des cas, parce qu'il y a vraiment un conflit quelque part, ou un assassinat. Mais sinon, je préfère savoir ce que tu fais et que ça reste secret le plus longtemps possible. J'ai un avantage qui est quand même vachement plus important si t'es en vie et que je t'écoute tous les jours, quoi. Donc, le risque est pas le même, je pense. Oui, et puis l'objectif n'est pas le même. Oui, l'objectif n'est pas le même. Ouais. Il y a Griffou dans le chat qui nous dit, en parlant de supply chain, ça rappelle la boîte de smartphones sécurisés qu'avait créé le FBI pour fournir des groupes de narcotrafiquants et les espionner. Donc, c'est pas une première en soi, c'est vraiment ici l'ampleur finalement de l'opération qui est si marquante, quoi. Mais il y a pas mal des choses plus classiques dans le monde cyber, mais que les autorités judiciaires, le FBI, Europol, créent à un moment, par exemple, des marketplaces de dark web from scratch pour y faire venir des cybercriminels pour ensuite les interpeller. Alors, c'est des tentatives, on appelle ça un pot de miel, mais ça, on essaie ça tous les jours. Même moi, je fais des pots de miel pour essayer que les attaquants viennent taper dessus, pour regarder comment ils font, quoi. Ça, c'est du classique, j'ai envie de dire. Donc, c'est une sorte une fausse site, une fausse plateforme, qui usurpe, on va dire, l'identité ou un service cybercriminel pour que les cybercriminels, les hackers, pensent qu'ils pourront vendre leurs données ou récupérer des données dessus, quoi. Mais si comme le FBI, on peut être à la source ou le Mossad fournir les équipements pour ensuite les utiliser, c'est encore mieux, quoi. C'est créer le besoin et ensuite fournir la demande. C'est une opération parfaite, quoi. Et du coup, est-ce qu'il y aurait une leçon pour le grand public peut-être à tirer en termes de cybersécurité de ça, ou est-ce que j'en demande trop peut-être? Non, la leçon... Pas de beeper. Déjà, et puis finalement, les leçons, c'est ce qu'on martèle régulièrement d'hygiène numérique, hein. Ça reste pour tout le monde, pour les citoyens au sens large, c'est essayer de séparer pro-perso, changer ses mots de passe. Je sais que j'enfonce des portes ouvertes et que c'est chiant, mais c'est ça, changer ses mots de passe, pas avoir le même mot de passe pour tout, activer le double facteur. Aujourd'hui, c'est disponible partout. Le code qu'on met à côté après s'être authentifié, ça c'est quand même extrêmement efficace. On regarde ce que ça coûte en temps. Je veux dire, c'est extrêmement efficace, c'est facile à comprendre. Ça a vraiment des impacts dans la sécurité du quotidien de tout un chacun. Après, les entreprises, les autres, ils ont d'autres moyens, ils ont d'autres budgets, ils peuvent acheter d'autres solutions. Oui, évidemment. Créer tout un écosystème même plus sécurisé et tout. Mais en effet, les petits gestes du quotidien, finalement, sur la sécurité, c'est sans doute ceux qui nous protègent le mieux. Et ça sonnait comme un mot de la fin, mais je voulais pas te précipiter, Bogdan. Je trouvais que c'était une bonne conclusion. Et ben, en tout cas, oui, je rappelle juste que du coup, c'était le sujet un peu plus lourd. J'ai vu dans le chat notamment des personnes évoquer la lourdeur du sujet. Il nous a paru quand même important de revenir dessus. C'est quand même une grosse ouais, tech, parce qu'on parle de cybersécurité et pas de cyberattaque. J'ai retenu la leçon. et en tout cas, merci beaucoup François de Ruti. Je rappelle que tu es du coup directeur des recherches sur la menace chez Sequoia. Je ne sais pas si tu veux peut-être encore reglisser un mot à propos de Sequoia. Temps libre si tu veux. Champ libre plutôt, je veux dire. Je veux dire s'il y a des entreprises qui nous regardent et que vous avez besoin de cybersécurité, vous saurez nous prouver. Ça va. C'est qu'avec un cas, c'est pas comme l'arbre. C'est ce cas où il y a.